soit on invisibilise la situation, soit on l'atténue, mais jamais on la comprend. Et cette novlangue, ce travestissement du langage, après réflexion, je me suis dit qu'on peut aussi le retrouver, à des degrés bien sûr très différents, dans la modernité. Dans une tentative de légitimation d'un système hyper productif, capitaliste, d'innovation, de progrès, bref, tous ces mots creux qui sont justifiés et qui sont, je ne peux pas vous dire qu'ils sont mauvais, mais qui en tout cas invisibilisent une partie de la réalité. L'irrationnel dans nos vies. Alors je vais prendre 3 exemples, très simples. D'abord, la pollution de l'air. La pollution de l'air aujourd'hui, c'est une externalité négative. D'accord. Donc, ok. Si vous revenez en 1810, c'est pas du tout ça. Hein. En 1810, il faut savoir qu'à l'époque, en France, l'environnement, c'est un vrai sujet. Les gens, les magistrats de police peuvent faire la fortune ou la misère d'une entreprise parce que si tu pollues l'air, hop, t'es fermé. Sauf qu'en 1810, il y a un décret impérial qui est adopté et qui permet la compensation financière de ces pollutions. Et à ce moment-là, c'est incroyable, parce que là, la compensation financière, ça vous paraît normal, hein, mais à l'époque, on s'en fout complètement de l'argent. Il y a des médecins qui viennent faire des tribunes, dont Emmanuel Faudéré, le père de la médecine légale, et qui dit « Mais dans quel code de la nation le plus barbare peut-on autoriser d'altérer un droit aussi fondamental que le droit de respirer un air pur ?» Vous êtes complètement fou. Moi, je m'en fous de votre argent. Vous êtes en train de mettre de la vapeur d'acide chlorhydrique dans l'air. Rentre chez toi, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, il y a vraiment cette situation où les gens sont très vénères. Et on peut constater que la normale, la pollution de l'air, aujourd'hui est complètement devenue normale. C'est une externalité négative, une petite conséquence dommageable. Alors qu'on parle de 48 000 à 100 000 morts en France, 9 millions dans le monde par an, des PM1, 1 micromètre de diamètre qui rentre dans le cerveau et qui provoque des maladies. On est sur quelque chose qui n'est pas du tout une externalité négative qu'il ne faudrait pas prendre en compte, qui est inévitable, non. On devrait poser la question. C'est devenu complètement banal, normal. Deuxième exemple, la croissance. Alors la croissance, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Le PIB, la croissance, on n'est pas pour rentrer là-dedans, mais juste le mot croissance est intrinsèquement positif, amélioratif. Pourtant, il peut désigner, dans certains cas, la déforestation. La déforestation, c'est quand même un processus qui tue du vivant. Le vivant meurt. Bon, si les arbres, tu t'en fous, ok. Regardons les conséquences que ça peut provoquer. On sait très bien que cette déforestation, cette bétonisation, provoque quoi? Des zoonoses, parce que les espaces naturels des animaux, de la biodiversité diminuent. Donc on est sur des phénomènes où des maladies sautent de l'animal à l'homme. 65% des maladies infectieuses aujourd'hui, c'est des zoonoses. Et donc on est dans une situation où quelque chose qui est intrinsèquement amélioratif invisibilise une conséquence qui nous retombe dessus. Et parfois on traite les deux séparément, mais c'est bien et bien la croissance. Parce que c'est positif de déforester et un arbre mort vaut plus qu'un arbre vivant, ce qui est fou. Et aujourd'hui, on peut invisibiliser une conséquence qui est comme une pandémie qui n'est pas rien. Donc le mot croissance, à nouveau, participe à cette novlangue et à gommer, invisibiliser les parties négatives. Dernier exemple, le confort. Le confort, j'entends beaucoup. On est dans une société plutôt confortable. En effet, tout est facilité. Il faut aller vers plus de confort, plus de digitalisation. Et le but, c'est pas de nier les effets potentiellement positifs. Le but, c'est de dire, ok, est-ce que ce confort, au fond, ne produit pas aussi de l'inconfort? Au niveau de la santé mentale, les réseaux sociaux, c'est catastrophique dans ma génération. Au niveau physique, la Fédération française de cardiologie nous explique qu'en 40 ans, les adolescents ont perdu 25% de leur capacité physique. Donc ce confort produit en son sein de l'inconfort. Et donc quand on dit juste il faut produire plus de confort, il faut aussi poser la question, mettre sur la balance, ok, est-ce qu'il n'y a pas des limites? C'est parce que c'est faisable que c'est désirable. Mais non, parce qu'il y a ce vocabulaire totalement amélioratif, ce paradigme-là, on oublie, ou en tout cas on invisibilise les conséquences négatives. La normale est donc devenue normale aujourd'hui. Et quand je parle d'anormal, c'est pas moi, Ferris, qui me suis posé, qui ai dit écoutez, les arbres c'est cool, la pollution de l'air c'est pas bien, voilà, c'est moi qui définis la normale et le normal. Non, non, non. Il y a un référentiel biologique, physique, qui permet de définir, en tout cas, les contours d'une normalité. Vous parlez avec un climatologue, il va vous dire que la normale de saison n'existe plus, ou en tout cas elle se déplace. Vous parlez avec un expert du vivant, il va vous dire que les espèces disparaissent sans
à 1000 fois supérieur, un rythme 100 à 1000 fois supérieur au taux normal, ou en tout cas au taux naturel. Donc on est dans une situation qui est proprement anormale. Et je me suis demandé donc quelle est l'ambition de cette novlangue, de ce vocabulaire. Et j'ai l'impression qu'au début, on est dans une situation où l'objectif était de dire que tout allait bien. La croissance, c'est super, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. On voit bien avec les rapports sur le climat, il y a des scientifiques qui commencent à manifester. Là, ça devient plus tenable. Donc on est dans une situation où on doit réaliser, tous ici, que ce processus de banalisation, de normalisation, n'a pas pour autre objectif que de créer une fausse tragédie grecque. Comme s'il y avait deux légitimités qui s'affrontaient. D'un côté, ok, les arbres, c'est pas cool, les déforestations, c'est pas bien, mais la croissance, les points de PIB, quand même, etc. Alors que l'économie, étymologiquement, c'est la gestion de la maison et que la maison brûle. Mais on n'arrive pas à le réaliser et on se dit, écoutez, il y a deux légitimités qui s'affrontent. Alors qu'en réalité, l'économie devrait être là pour nous servir, pour notre bien-être. Et donc, on organise une tragédie grecque, donc comme si deux légitimités s'affrontaient. Alors qu'il y en a une qui est clairement une folie. Aujourd'hui, l'irrationnel a triomphé. Et on devrait être intransigeant avec ça. Une fois qu'on a dit ça, j'ai bien conscience qu'on est beaucoup à l'avoir réalisé. On est beaucoup à avoir réalisé ces situations et que face à la mort, face à ces conditions de vie qui périclitent, 6 limites planétaires sur 9 ont été franchies, on est nombreux à se demander comment, on est nombreux en tout cas, moi je pose la question, comment lutter contre cette normalisation. Et donc là, on va finir sur 2 étapes. Étape numéro 1, identifier où est-ce que l'essentiel a été détruit dans nos vies, et de manière totalement normale. Étape numéro 2, comment se mettre en mouvement, comment agir. On commence par la première étape. Alors d'abord, il faut identifier où la normale est devenue normale dans vos vies. Où l'essentiel a été détruit. Où, de manière totalement normale, on est sur quelque chose qui ne colle pas. Et là, les sophistes vont vous dire oui, mais l'essentiel, c'est relatif à chaque individu. Non, il suffit de voir les pulsions de vie, les pulsions de mort. Les pulsions de vie ou les pulsions de mort. Moi, là, personnellement, j'ai cofondé une association qui s'appelle Banlieue Climat. Pourquoi? Parce que j'ai constaté des pulsions de mort partout. L'irrationnel dans les quartiers, là où moi et les cofondatrices de Banlieue Climat, on a grandi, l'irrationnel est partout et a été banalisé. Cynthia Fleury a écrit un livre, Ce qu'on ne peut pas nous voler, Manuel du Verstollen. Elle liste l'horizon, le temps long, le silence, plein de choses qui nous ont été volées. Et qui est, de manière totalement banale, totalement normale, plus personne ne se pose la question. De la qualité de l'alimentation, de la santé, etc. Alors qu'il y a en plus un déficit structurel au niveau de l'éducation sur les enjeux écologiques, alors qu'en plus, on est les plus vulnérables. C'est un paradoxe incroyable. Canicule 2003, 19 000 morts, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, c'est là où il y a le plus de morts. Vous prenez la pollution, la qualité de l'air, bref. Donc on est dans une situation qui était proprement anormale, qui tendait vers des pulsions de mort, et donc on les a identifiées. Et là, pour les pulsions de mort dans les quartiers, c'est carrément dans le thème, parce que vous prenez les comorbidités pendant le Covid, dans les quartiers populaires. Donc on a identifié ces pulsions de mort, et le but c'est de dire, nous, on va refuser la normale, dans nos sociétés, dans notre environnement. Et donc ça nécessite de prendre du recul pour voir, ok, c'est peut-être la facilité de ne pas voir ça en face, mais au fond, la normale est là et on doit se battre contre lui. On doit en tout cas essayer de lutter. Et pour lutter, une fois qu'on a identifié, une fois que vous avez identifié autour de vous les moments où c'est un peu problématique et que la normale a triomphé, vous devez, je pense, vous mettre en mouvement. Et pour ça, comment faire? Je vais finir là-dessus. Comment se sentir légitime? Comment se mettre en mouvement? Moi, personnellement, c'était assez simple. Ma mère est donc très malade et je l'ai vécu comme une grosse injustice. Et donc, je me devais de... Cette injustice était inévitable. Alors qu'à contrario, il y a des injustices qui sont évitables. Et qui sont inacceptables précisément parce qu'elles sont évitables. C'est pas écrit dans le marbre que dans les HLM, on doit crever beaucoup plus parce qu'il y a des canicules. C'est écrit nulle part. Donc, à ce niveau-là, ces injustices évitables m'ont mis en mouvement. Cette impuissance que je pouvais ressentir d'un côté, je voulais retrouver ma capacité d'agir de l'autre. Je voulais aussi la rendre fière, me dire que ce qu'elle m'avait apporté, je pouvais aussi aider les autres avec. Et donc j'avais ce truc assez personnel où
où j'avais besoin de me mettre en mouvement. Mais si vous, ça vous touche pas, qu'est-ce qui vous pourrait vous toucher? Et là, on revient à Eichmann et à Hannah Arendt. Eichmann, quand on lui parle de ces grandes décisions qui ont changé la face du monde, qu'est-ce qu'il répond? Il a absolument aucune conscience de ces grandes décisions qui ont changé le monde. À chaque fois, il est concentré sur sa petite histoire, sur sa petite vie, sur sa carrière. Ah oui, j'ai fait telle ou telle décision et ça a changé ma carrière. Ah oui, mais à un moment, on m'a volé un dossier. Jamais il fait le parallèle avec la grande histoire. Jamais. Et donc, il est dans une situation où la banalité du mal le fait qu'il se concentre sur sa vie, et parce qu'il se concentre sur sa vie, il est aveuglé et il est incapable de réaliser la folie qui est autour de lui et qu'il est en train de perpétrer. Parce que ce mec, le matin, il embrasse ses enfants et l'après-midi, il organise un génocide, sans pression. Donc, il faut se poser la question de comment il fait. Et pour ça, il faut avoir cette conscience que la grande histoire s'écrit aujourd'hui. La grande histoire s'écrit aujourd'hui parce que, au niveau de la biodiversité, au niveau du climat, 69% des vertébrés qui disparaissent en 50 ans, c'est historique. 1,2 degré, c'est historique. Les spermatozoïdes, 50% de la concentration de spermatozoïdes en moins en 50 ans, tout ça est historique. Donc l'histoire s'écrit de fait. La question, c'est quand on le réalise, ça nous permet de se décentrer. On se décentre. On prend conscience que l'histoire s'écrit. Et donc ça ne veut pas dire se sacrifier. Au contraire. Ça veut simplement dire s'aligner, aligner sa vie avec la grande histoire. Refuser la banalisation du mal. Se dire que les normes sont si ridicules par rapport à ton essentiel à toi. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter mes études. À la London School of Economics, j'ai décidé de tout arrêter parce que mon rapport au risque a changé. Pour moi, le risque, c'était plus de ne pas avoir de diplôme, ou de ne pas être légitime, ou de ne pas être reconnu par telle ou telle entreprise. Le risque, c'était de ne pas m'aligner, ma petite vie, à la grande histoire qui était en train de s'écrire.